Une sous-estimation du risque ou encore un pilotage défaillant de la crise. Voilà ce que pointe un rapport d'une commission menée par des députés ici en France chargée d'analyser la gestion de la crise du coronavirus. Ce rapport est sans appel. La France n'a pas été à la hauteur, un rapport qui doit être officiellement rendu public le 7 décembre prochain, mais d'ores et déjà, le rapporteur Éric Ciotti a communiqué, c'était hier, lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Voici les principales informations. C'est un premier bilan en forme de réquisitoire. Ces 5 députés LR ont présenté les conclusions de la commission d'enquête sur la gestion de l'épidémie. Nous pointons ces failles pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Pendant 6 mois, des dizaines de personnalités auditionnées. Premier ministre, directeur général de la santé, ministre et ancien ministre. Et à la fin, ce rapport de plus de 200 pages. Premier enseignement, la France était mal préparée à affronter une pandémie. En cause, selon les rapporteurs, la gestion jugée défaillante des stocks stratégiques de matériels médicaux, qui serait devenue une variable d'ajustement budgétaire. La réalité, c'est celle-là, c'est qu'il y a eu un défaut de pilotage. D'ailleurs, dans le rapport, ce schéma décrit l'organisation de l'État pendant le premier confinement. 1 millefeuille de décideurs pour gérer la crise. Le rapport revient aussi sur la polémique du printemps, la pénurie de masques en France. À l'origine du problème, le gouvernement qui indique en 2013 que les masques doivent désormais être gérés non plus par l'État, mais par les professionnels de santé. Résultat, en 10 ans, le nombre de masques passe d'1 milliard à 118 millions. On s'est trouvé démunis. Un produit aussi simple qu'un masque, nous étions incapables de le produire en France. Autre critique, le gouvernement n'aurait pas su prendre à temps des décisions fermes après l'été qui auraient permis d'éviter le deuxième confinement. Pour la majorité présidentielle, ce rapport, rédigé par l'opposition, est à charge. Ça fait partie inéluctablement du jeu politique auquel on pouvait probablement s'attendre. Je le regrette. Le rapport préconise une trentaine de solutions. Parmi elles, la création d'un ministère chargé d'anticiper ces crises et de gérer les stocks d'équipements vitaux. Il est membre de cette commission d'enquête parlementaire. Le député Les Républicains du Vaucluse est avec nous. Bonjour Julien Aubert. Bonjour. Le monde entier a été pris par surprise, frappé par la soudaineté de la crise sanitaire. La France a-t-elle vraiment fait plus mal que les autres et notamment que ses voisins? Oui, un chiffre. L'Allemagne a 5 fois moins de morts pour 10 000 habitants que la France. Oui. Et voilà. Ah, ça se résume à ce chiffre pour vous, d'accord. Effectivement, oui, alors on va le donner, le chiffre, puisque la France est 54 140, alors qu'il est. Ce sont les chiffres qui viennent d'être communiqués par la Haute Autorité de Santé ce soir, contre 17 734 morts pour l'Allemagne, qui compte pourtant effectivement davantage d'habitants que la France. C'est ce seul chiffre qui permet de résumer l'échec français, d'après vous ? Oui, parce que la France est le pays de Pasteur, c'est l'un des principaux pays en termes de grandes entreprises pharmaceutiques et sanitaires, c'est un pays qui s'enorgueillit d'avoir des hôpitaux, des CHU de grande qualité, et c'est un pays qui est voisin de l'Allemagne, qui justement considère dans l'Union européenne qu'il est le co-leader de l'Union européenne. Donc si on doit établir une comparaison, c'est avec ce voisin, et on constate que nous aurions pu avoir beaucoup moins de morts si nous avions été mieux organisés, mieux achalandés, mieux préparés. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, Julien Aubert, un instant, puisque Luc André, le correspondant de France 24 à Berlin, est avec nous. Luc, on peut vraiment parler d'une réussite côté allemand, même à l'orée de cette deuxième vague qui frappe aujourd'hui tous les pays européens sans exception? Alors oui, il faut peut-être différencier la première et la deuxième vague. En ce qui concerne la première vague, l'Allemagne a eu peut-être l'avantage d'être frappée un peu moins tôt que ses voisins et d'avoir testé beaucoup plus en amont. Et donc éviter une circulation importante de l'épidémie en février-mars. Elle a eu aussi un peu de la chance à l'époque, car les malades qui ont contracté le coronavirus au début étaient plutôt des gens en bonne santé. C'est des gens qui revenaient du ski souvent, qui revenaient d'Ischgl, enfin des stations autrichiennes. Et donc c'était des gens plutôt en bonne santé. Donc il y a eu moins de morts sur
la première vague, avec c'est une combinaison d'un dépistage plus précoce et d'une population touchée, peut-être avec moins de comorbidité. Et les morts par exemple, on a un exemple, les morts dans les maisons de retraite sont arrivés beaucoup plus tard en Allemagne qu'en France ou en Italie ou en Espagne. Merci Luc Par André. contre, sur la seconde vague, l'Allemagne n'était pas spécialement bien préparée. Oui, pourquoi d'ailleurs? L'Allemagne n'était pas spécialement Qu'est-ce mieux qui a préparée que la changé France pour la justement seconde entre cette vague. première et cette deuxième vague? Alors, la maladie s'est diffusée beaucoup plus largement dans le pays depuis le mois de septembre-octobre. Beaucoup plus de régions, des régions qui étaient épargnées par la première vague, sont touchées maintenant, particulièrement dans l'est de l'Allemagne. La capitale, Berlin, a été beaucoup moins touchée au printemps qu'elle ne l'est maintenant. Donc une division beaucoup plus large, des services de santé qui sont chargés de tracer les chaînes de contamination qui sont complètement débordées. Et il n'y avait pas de préparation pour qu'est-ce qu'on fait avec les écoles. Qu'est-ce qu'on fait si la maladie revient au mois d'octobre? Enfin, on a eu tout l'été pour y penser. L'Allemagne était un peu prise au dépourvu sur la situation des vacanciers qui revenaient. Enfin, c'est prévu, on a ouvert les frontières pour que les gens partent en vacances l'été, mais on n'a pas pensé que certaines personnes pourraient ramener le virus avec eux. L'Allemagne a décidé un peu dans la précipitation d'imposer des tests obligatoires. Les stratégies ont toujours été un petit peu prises dans la précipitation. Elle a pour avantage d'avoir beaucoup de lits hospitaliers et qu'il n'y a pas eu d'encombrement de ces services d'urgence jusqu'à présent. Merci Luc André. Vous restez vous aussi avec nous. Je précise simplement qu'entre-temps nous a rejoint Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat, qu'on rejoindra dans un instant. Julien Aubert, membre donc de cette commission d'enquête parlementaire, député Les Républicains du Vaucluse. Vous êtes toujours avec nous. Éric Ciotti, hier, a pointé lors de la conférence de presse à l'Assemblée nationale le manque d'interministériel, de déconcentration. Le centralisme bureaucratique, pour reprendre le principe cher au marxisme-léninisme, c'est un mal français. Est-ce que ça a pénalisé, ça a joué dans la réponse de la puissance publique à cette crise du Covid ? Disons que nous avons effectivement des habitudes qui peuvent nous conduire à une très grande efficacité. Parce que la force de la France, c'est justement le caractère interministériel de coordination. Ce qui s'est passé dans cette crise, c'est qu'en réalité, la coordination a échoué au niveau du ministre de la Santé, et non pas tant du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur, auxquels répondent les préfets notamment. Ce qui fait que sur le terrain, les agences régionales de santé n'étaient pas bien accrochées par rapport, je dirais, aux autorités de coordination qui sont les préfets de département et les préfets de région, avec d'ailleurs un découplage entre ce qui pouvait être décidé au niveau régional et ce qui pouvait être décidé au niveau départementale. Ajoutons à cela qu'autour de, je dirais, la gouvernance habituelle, il y avait toute une série d'autorités administratives qui ont été créées depuis 15 ans, qui n'ont été sollicitées, je dirais, à des degrés divers, et que le président de la République a doublonné toute cette organisation déjà assez complexe avec ses propres organes de codécision. Je pense notamment au comité scientifique, je pense à l'utilisation du Conseil de défense et au fait que donc on a aussi recréé, si vous voulez, un doublonnement. Quand vous rajoutez tout ceci, eh bien, et que vous rappelez aussi aux gens que l'hôpital a été quand même éprouvé ces 15 ou 20 dernières années par la mutualisation, les efforts d'économie, que nous manquions de lits et qu'il y a une grande bureaucratisation de l'hôpital. Il y a tous ces éléments ajoutés ont fait qu'à un moment donné, on a bâti une stratégie essentiellement hospitalo-centrée qui a laissé de côté notamment le secteur privé, les médecins libéraux et qui était un peu désordonnée, notamment au niveau de la logistique. Vous restez avec nous, Julien Aubert, on va en reparler dans un instant, mais Xavier Lescure, vous venez d'entendre ce que dit le député, membre de la commission d'enquête parlementaire, agence régionale de santé, conseil scientifique, conseil de défense, on a multiplié les strates administratives. Est-ce que ça vous a pénalisé, vous, dans la lutte contre la pandémie ? Je pense, oui. Alors après... là, si on faisait un point par rapport à ce rapport et ce point d'étape, puisque l'histoire n'est pas terminée, mais c'est bien de faire des retours d'expérience. C'est sûr que c'est une de nos faiblesses, je pense, mais qu'on connaissait, c'est-à-dire qu'on a une bureaucratie relativement rigide qui a joué, on l'a senti nous à l'hôpital, qui a joué sur un manque de souplesse. Il y a eu un retard à l'allumage. Ceci étant dit,
Alors, pour moi, c'est deux choses différentes entre la réactivité et la rigidité de la mise en œuvre. C'est deux choses différentes. Je pense qu'effectivement, on a souffert d'une certaine rigidité sur la bureaucratie, d'une certaine lourdeur, d'une certaine complication des processus. D'ailleurs, le fait que le conseil scientifique ait été créé était probablement une bonne chose, puisqu'il a mis l'expertise en lien direct avec la décision. Cependant, c'était révélateur du fait qu'il y avait probablement une conscience de trop de couches, Oui. je pense, dans la prise de décision. Dans la défiance vis-à-vis de la médecine de ville, par exemple, parce qu'on l'a beaucoup entendu, ça, Xavier Lescure, le fait qu'on ait tout mis dans l'hôpital et qu'on n'ait pas assez utilisé les relais que pouvaient être les médecins traitants, les médecins généralistes. Est-ce que ça a été le cas ? Alors, dans la première vague, oui. Au cours de la première vague, oui. Je crois beaucoup moins au moment de la deuxième vague qui est en train de se terminer. À ça, je crois qu'il y a deux explications. La première, c'est qu'effectivement, le réseau ville-hôpital, dans certains coins, n'est pas assez animé, n'est pas assez vivant. Mais je pense qu'il ne faut pas trop caricaturer les choses. On a, entre les hospitaliers et les médecins soit libéraux, soit les médecins généralistes de soins primaires, globalement de bonnes relations. Mais on a été tellement pris par une cinétique d'augmentation de l'épidémie qui, en gros, nous a surpris tout le monde. Et au moment où on aurait dû se parler, on était totalement le nez dans le guidon. Et donc, ça a été très difficile. Vous vous souvenez que lors de la première épidémie, la première vague, les patients étaient quand même très sévères d'emblée puisqu'il y avait un sous-diagnostic du fait de la méconnaissance de la maladie et de la faible disponibilité des tests en ville, puisqu'on n'a pas eu le temps de le mettre en œuvre. Et donc, je crois que c'est surtout lié à l'intensité et à la brutalité de l'épidémie plutôt qu'à un problème structurel de lien entre la ville et l'hôpital. On va retourner voir le député Julien Aubert, puisqu'il faudra le libérer ensuite. Julien Aubert, sur une question essentielle, le manque de masques, vous l'attribuez à quoi? Là aussi, à un problème de réactivité des pouvoirs publics, du fait d'un centralisme, d'une bureaucratie excessive, ou bien c'est vraiment un choix politique défaillant dès le départ? Non, c'est un système d'irresponsabilité. C'est-à-dire que chacun prend sa part de décision, mais que vous n'avez pas de vision politique et générale, et donc à la fin, personne ne se sent comptable du résultat. À la base, vous avez une doctrine de constitution de stock qui est réinterprétée en considérant, pour des raisons essentiellement budgétaires, que désormais, eh bien, au lieu que ce soit l'État qui constitue les stocks, chaque hôpital, chaque praticien devra avoir ses stocks, premièrement. Deuxièmement, personne ne supervise les stocks de l'État. Personne ne vérifie si effectivement, les praticiens, les hôpitaux constituent leur propre stock. Lorsque y a Santé publique France qui tire l'alarme, eh bien, la réponse est là encore budgétaire. On dit, bon, on va en commander quelques masques, mais pas trop. Et donc, il faut attendre le déclenchement de la crise, c'est-à-dire en janvier-février, pour que la France se décide à commander des masques. Il y avait aussi la croyance, si vous voulez, qu'on pouvait très rapidement en importer de l'extérieur. Personne n'avait semblé considérer que la croyance dans une mondialisation toujours pourvoyeuse de richesses était une croyance inaltérable. Personne n'avait imaginé, visiblement, que les frontières puissent se fermer ou qu'il y ait un tarissement de certaines sources. À cela, Julien Aubert, se greffe une communication défaillante sur les masques, déconseillé durant le premier confinement pour cause de pénurie en réalité, avant de devenir obligatoire durant l'été. D'après vous, le gouvernement aurait dû informer dès le départ les Français de la pénurie, quitte à les paniquer? Ah, c'est la faute majeure. C'est-à-dire que, le fait que vous n'ayez pas de masque, c'est, le résultat aussi, surtout des gouvernements qui ont précédé et d'un manque d'anticipation. Je rappelle quand même que M. Salomon avait averti le jeune candidat Macron de ces problèmes-là. Donc, si vous voulez, il y a quand même une responsabilité. Mais bon, personne ne pouvait peut-être prévoir cette pandémie. En revanche, habillé d'un oripeau scientifique, ce déficit, en expliquant qu'on n'a pas besoin de masques, en expliquant qu'on ne sait pas les utiliser, ça, pour le coup, c'est au mieux de l'amateurisme,
au pire du cynisme. Et je crois que je dirais que c'est vraiment un des points noirs, à mon avis, de cette gestion, parce qu'il suffisait de se pencher sur ce qui se faisait en Asie. Moi, je me rappelle qu'en mars-avril, j'écrivais déjà des tribunes pour demander le port du masque dans l'espace public, conformément à ce qui se passait ailleurs. Et donc, on ne pouvait ignorer, nous avons des ambassadeurs à l'étranger, nous avons des conseillers scientifiques, y compris en Chine, on ne pouvait pas ignorer, si vous voulez, ce que d'autres pays faisaient en la matière. Et donc ça, c'est ça, effectivement, qui est extrêmement critiquable. Merci Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse et membre de la commission d'enquête. Xavier Lescure, ce qu'on vient d'entendre de la part du député sur la gestion des masques, vous êtes d'accord? Vous dites on a menti, on a eu tort de mentir aux Français, ou bien on avait des doutes qui étaient des doutes légitimes à l'époque sur l'efficacité et qui peut-être d'ailleurs se posent encore aujourd'hui sur l'efficacité des masques? J'irai plutôt sur la deuxième proposition, c'est-à-dire que d'abord, quand on regarde les choses dans le rétroviseur, il faut toujours être extrêmement humble. C'est beaucoup plus facile de critiquer que de faire, surtout dans cette période exceptionnelle, avec des choses qui étaient relativement imprévisibles. Tout le monde a été pris par surprise et tout le monde était préparé d'une façon ou d'une autre. Personne n'était prêt à affronter un truc pareil. Donc je pense qu'il faut faire preuve d'humilité pour les gens qui font et pour les gens qui regardent. Maintenant, et quand on critique, je pense que c'est bien de balancer un peu, et puis personne n'est parfait. Je pense qu'il y a des choses qui sont très négatives, qu'il faut probablement améliorer, mais il y a aussi plein de choses très positives. Et vu la période qu'on traverse, appuyer toujours là où ça fait mal ne me paraît pas une bonne idée pour les mois et les années à venir, ni les générations, les jeunes générations. J'aimerais bien qu'on leur donne des messages un peu positifs et des messages d'espoir. À côté, ceci par rapport à la question des masques, je pense qu'effectivement, s'il y a eu un vrai problème, à mon avis, dans la gestion de cette crise qui n'est pas simple, je crois que vraiment, là, pour les masques, il y a un embarras et il y a eu un souci, pas tant dans le fait qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, personne ne pouvait s'attendre à une déflagration de cette intensité, mais par contre, je crois que les gens auraient pu comprendre que les stocks étaient à ce niveau-là, et en mettant des mots sur des difficultés, on aurait pu remporter l'adhésion des gens en partageant les doutes. Par exemple, c'est ce que vous avez dit, l'usage des masques dans la rue, l'efficacité est toute relative. On aurait pu peut-être faire preuve d'un peu plus de pédagogie, mais c'est beaucoup plus facile à dire rétrospectivement que dans le feu de l'action. Merci Xavier Lescure. Vous restez avec nous. La gestion des tests, la campagne de vaccination qui s'annonce aussi, et puis, vous venez de l'évoquer, les aspects positifs de cette gestion. On évoquera tout ça dans la deuxième partie du débat. C'est dans moins de 2 minutes. On se retrouve dans un instant. En cause par un rapport parlementaire. Merci. Au débat de France 24, on continue d'évoquer ce rapport parlementaire très critique envers la gestion par la France de la crise du coronavirus. Avec nous pour en parler, notre correspondante à Madrid, Anaïs Guérard, correspondante de France 24 en Espagne, où là, il faut le dire, la situation a été autrement plus dramatique. D'abord en nombre de morts pendant la première vague, et puis à nouveau, cela a été l'un des pays précurseurs de cette deuxième vague qu'on a vu débarquer en Europe au mois de septembre. Les critiques contre le gouvernement sont particulièrement acerbes. Oui, tout à fait. Il faut noter qu'ici, la gestion de la crise a évolué au fur et à mesure, puisque donc, pendant la première vague, vous le disiez, l'Espagne a été frappée de plein fouet, juste après le voisin italien. Et comme beaucoup de pays européens, elle n'était pas du tout préparée pour cela. Ses services de soins intensifs ont été débordés. Et à ce moment-là, il y a eu une réaction très forte du gouvernement qui a pris donc la main sur tout le pays et qui a donc imposé un confinement très strict, l'un des confinements les plus stricts d'Europe. Et puis il y a eu un relâchement cet été, un relâchement d'ailleurs très critiqué par le personnel médical, puisqu'ils estiment donc que la seconde vague
était prévisible et que cette fois-là encore, eh bien, l'Espagne n'a rien fait. La seconde vague, donc, qui a, elle, été gérée de manière très différente parce que là, on a été à nouveau placé sous état d'urgence. D'ailleurs, cet état d'urgence, il devrait donc continuer normalement jusqu'à début mai ici en Espagne. Mais cette fois-ci, cet état d'urgence, eh bien, il n'avait pas pour objectif pour le gouvernement de permettre un contrôle national, mais cette fois de donner plus de pouvoir aux régions. Et donc, de cette seconde vague, on s'en sort petit à petit ces dernières semaines avec des chiffres qui s'améliorent, avec une gestion, donc cette fois-ci, régionale, ce qui fait que le visage de l'Espagne aujourd'hui, ce sont des régions qui ferment leurs frontières pour la plupart. La Catalogne, par exemple, qui avait été la dernière en date, à confiner, qui est en ce moment en processus de désescalade, mais qui ralentit cette désescalade parce que les chiffres ont tendance à repartir à la hausse. Donc une gestion très très différente de cette seconde vague qui néanmoins a aussi effrayé l'Espagne, mais en ce moment on sent donc plutôt un vent d'optimisme souffler en Espagne, un optimisme toutefois contenu. Ça se voit d'ailleurs dans les déclarations de l'État. Pedro Sánchez a d'ailleurs annoncé un message plutôt optimiste avec la campagne de vaccination pour janvier prochain. Et de l'autre côté, il a appelé les Espagnols à rester très prudents pour les fêtes, assurant que celles-ci ne seraient pas l'occasion de grands rassemblements. Une gestion décentralisée, pragmatique, pas à pas, au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie, dont on observe les changements presque comme le lait sur le feu. Reste qu'on n'hésite pas aussi à pénaliser les Espagnols qui pourraient être tentés d'enfreindre les consignes et les règles. Certains encourent notamment des amendes s'ils refusent de s'isoler, comme c'est le cas pour les patients déclarés positifs au Covid-19. Tout à fait, des amendes. Et puis, il y a eu un système mis en place pour contrôler ici, entre guillemets, on va dire, les confinements. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes sont jugées positives, eh bien, la police a accès à cette donnée médicale très précise. Elle n'a pas accès, évidemment, aux données générales, mais en tout cas, aux personnes testées positives, oui. Et elle peut contrôler donc tous les 3 jours que la personne, eh bien, à son domicile. Elle a le droit donc d'aller frapper et de vérifier que la personne se confine bien. D'ailleurs, l'Espagne avait aussi mis en place des hôtels, des endroits pour permettre aux gens qui ne peuvent pas se confiner, eh bien, de le faire tout de même grâce donc à cette aide de l'État. Il faut rappeler tout de même qu'il y a de nombreuses restrictions. Je vous disais à l'instant, il n'y a plus de confinement en Espagne pour l'instant, mais il y a toujours de nombreuses restrictions en cours et donc de nombreuses amendes possibles, même si un allègement donc est prévu pour la veille de Noël et le 31 en Espagne. Il reste de nombreuses restrictions, notamment dans les réunions de personnes. Elles sont limitées à 6 en temps normal et à 10 pour les fêtes. Merci Anaïs Guérard. On est toujours avec Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat. Xavier Lescure, le gouvernement avait mis en avant son triptyque tester, tracer, isoler. Au niveau de la mise en œuvre, ça a été un échec? Je crois. Ça, je crois. On l'a dit, je l'ai dit. Et je pense que notamment il a été responsable de la deuxième vague. Enfin, il porte une certaine responsabilité de la deuxième vague, mais comme finalement la rigidité de la bureaucratie, on savait aussi que la culture de la prévention, la dotation en santé publique était très légère en France. On n'a pas une culture de la prévention et de la santé publique. On l'a payé très cher. Je pense que les choses sont en train de se régulariser, mais les CPAM, les caisses primaires d'assurance maladie et les ARS qui devaient faire ce tracing Agence régionale de santé, santé, très vite à la peine, et on a vu que oui, les agences régionales de santé, les structures qui étaient en charge de faire ce tracing et cet isolement et d'accompagner les gens pour cet isolement ont été très très vite à la peine. Et dès qu'on a eu 5 à 6 000 cas par jour, on a vu que ces structures-là, et on ne peut pas leur en faire le reproche, elles étaient sous-dotées humainement et probablement assez mal préparées devant ces nouveaux métiers. On a très très vite pris l'eau entre la première et la deuxième vague sur finalement des capacités de tracing et d'isolement qui étaient extrêmement limitées. Le gouvernement tirer les leçons de tout ça. Le gouvernement s'était fixé pour cap comme objectif à la rentrée de tester jusqu'à 1 million de personnes par semaine, ce qui a été fait. Et là encore, ça n'a pas empêché cette deuxième vague de prendre. Qu'est-ce qui a manqué le nombre de tests, la rapidité des résultats ou bien la capacité à isoler? Aurait-il fallu faire comme l'Espagne qu'on vient d'entendre à l'instant, comme des pays comme l'Italie, voire même la Grèce où c'est encore plus dur, appliquer des sanctions pour ceux qui enfreignent cet isolement qui pourrait aller jusqu'à de la prison, voire la prison à vie comme en Grèce? Je ne crois pas. Je pense que je suis beaucoup plus pour de l'incitatif que pour du répressif.
Après, on a fait jusqu'à 1,9 million de tests par semaine. Donc on a prouvé, les laboratoires de ville et les laboratoires de virologie en général ont prouvé leur capacité à développer et à déployer une grosse capacité, une grosse force de frappe. Mais c'est ce qui suit qui a péché. C'est-à-dire, une fois que vous avez un cas, et encore, il y avait des problématiques dans ce qu'on appelle le pré- et le post-analytique, c'est-à-dire que c'est bien de tester, mais il faut avoir le résultat rapidement pour qu'il soit sanctionné par un isolement en cas de positivité. Il faut aussi, on a probablement, et donc il y a ensuite pour ce qui est de prévenir, c'est-à-dire d'isoler et de tracer, on en a parlé tout à l'heure avec des difficultés de mise en œuvre. Et puis, on a loupé le coche, à mon avis, d'une part de l'incitation citoyenne, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait assez de pédagogie. C'est pour ça que je pense qu'il faut être beaucoup plus incitatif que répressif. Dans le temps, ça marche mieux, on le sait, c'est prouvé. Et puis, on a aussi loupé, malgré des promesses, l'étape digitale, parce qu'il faut bien, pour inciter le citoyen, on aurait pu utiliser le numérique. Et j'avoue que les solutions digitales sont un échec. La première version, la deuxième version ne fonctionnent pas très bien, malgré le nombre d'utilisateurs. Je ne suis pas certain qu'elles soient en capacité d'aider pour ces phases d'aide à l'isolement et à la prévention des cas secondaires. Michel Goldman est avec nous, professeur d'immunologie médicale à l'Université libre de Bruxelles. Bonjour. Bonsoir. Sur ce triptyque tester, tracer, isoler, qu'est-ce qui explique que la France ait fait moins bien que certains de ses voisins? Est-ce que l'État n'a pas été assez autoritaire dans la manière d'imposer peut-être les tests, dans la manière d'imposer aussi l'isolement et de sanctionner le cas échéant ceux qui refusaient de s'isoler? Ou bien est-ce tout simplement les Français, les citoyens qui ont manqué de discipline? Écoutez, je pense que l'échec dont on parle, qui est un véritable échec, est un échec collectif de la plupart des pays européens. Et je pense que la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi un petit nombre de pays, essentiellement l'Allemagne, ont fait mieux. Pour le reste, je crois que l'explication est assez simple. Il faut aller en Asie pour la trouver. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation que nous connaissons ? C'est effectivement tester, tracer, isoler, le faire vite, anticiper, être en avance sur la progression du virus au lieu d'être en retard. Et il se fait que les pays asiatiques, en particulier la Chine, l'ont appris. Ils l'ont appris à la dure parce qu'ils ont fait face précédemment à une autre épidémie causée par un autre coronavirus qui a fait des ravages. Et donc, ils savaient comment faire. Et si l'Allemagne a fait mieux, c'est parce qu'ils avaient quelques scientifiques qui s'étaient intéressés à cette épidémie précédente et qui ont sonné l'alerte très vite. Je pense que pour le reste, tout ce que vous avez décrit, je peux vous dire que c'est exactement la même chose en Belgique. Nous n'étions pas prêts, et nous n'étions pas prêts parce que nous ne pouvions pas imaginer ce à quoi nous allions être confrontés. Les pays asiatiques, eux, le savaient et donc étaient prêts. Pour le reste, je crois que malheureusement, l'Europe a émis des recommandations. Elle a émis des recommandations très tôt sur la manière de sortir du premier confinement, sur la manière de déployer les tests. Et pour moi, c'est aussi une faillite de l'Europe qui, si vous voulez, n'arrive pas à convaincre les États membres de suivre ces recommandations et aussi les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui, il est vrai, sont venues tard, mais qui sont venues. Alors l'espoir, soyons positifs, c'est les vaccins. Oui. Parce que là, je trouve qu'on est mieux parti. On va évoquer la question des vaccins dans un instant, Michel Goldman, mais l'annonce ici en France d'une campagne de tests massive à Lille, à Saint-Étienne et au Havre autour des fêtes de fin d'année, est-ce la preuve, d'après vous, d'une prise de conscience en fait, du monde politique? Est-ce que ça va dans le bon sens, d'après vous? Ça va dans le bon sens, pour autant que, disons, la stratégie permette d'identifier ceux qui sont à l'origine des transmissions les plus importantes
Ça va dans le bon sens pour autant que les résultats des tests viennent rapidement. On sait que dans cette transmission, des gens qui n'ont pas de symptômes ou qui n'ont pas encore de symptômes jouent un rôle essentiel. Faut-il utiliser des tests antigéniques pour avoir les résultats plus vite ? Tout à fait. Je pense que de ce point de vue, la France, peut vous dire, est en avance, en tout cas sur la Belgique que je connais. Je trouve que le fait d'avoir mobilisé les pharmaciens est aussi, disons, une politique intelligente. Nous verrons. J'espère vraiment que ça va permettre une sortie progressive, maîtrisée du confinement. Xavier Lescure, le Premier ministre Jean Castex annonce aujourd'hui qu'1 million de personnes seront vaccinées en priorité en janvier, que le vaccin sera gratuit pour l'ensemble des Français et que la France disposera de la capacité de vacciner 100 millions de personnes. Mais on le voit bien dans les sondages, une courte majorité de Français, pour l'heure, restent sceptiques. Comment rendre confiance aux Français, d'après vous ? Faut-il rendre le vaccin obligatoire ? Est-ce une question tout simplement de salubrité publique ? Alors c'est une question de salubrité publique, mais je pense que ce n'est pas une raison pour le rendre obligatoire. J'ai peur que ce soit contre-productif et que justement ce soit assez sécréteur d'anticorps, non pas sur le SARS-CoV-2, mais sur les politiques de santé en général. C'est la bonne nouvelle et j'espère qu'elle va être mise en œuvre de façon constructive. Et c'est vrai qu'en France, on a un travail particulier à faire. C'est probablement notre point faible de la mise en œuvre, de l'implémentation des décisions. Et le deuxième, c'est le terrain sur lequel on joue aujourd'hui, qui est celui de l'hésitation vaccinale. On est un des pays les plus hésitants sur le plan vaccinal. Et donc, avec un nouveau vaccin généré en si peu de temps, il va falloir beaucoup travailler sur l'efficacité, mais aussi la tolérance pour justement inciter tout le monde à se vacciner. C'est une démarche individuelle, mais c'est aussi une démarche très collectiviste et très altruiste. Michel Goldman, cette défiance, elle repose lorsqu'on interroge les Français sur de possibles effets secondaires d'un vaccin qu'on estime avoir été développé dans la précipitation. Et puis aussi, il faut bien le dire, sur une possible collusion financière. C'est ce que craignent certains entre le gouvernement et des laboratoires pharmaceutiques pressés de trouver de nouveaux débouchés. Ces craintes, elles sont partagées en Belgique aussi avec le même niveau, la même amplitude qu'en France, ou est-ce qu'elles vous semblent au contraire très curieuses ? Non, nous avons exactement les mêmes discussions. Une enquête récente indique que certains médecins eux-mêmes sont réticents à se faire vacciner. Et disons, je pense que les deux principes essentiels pour vaincre cette hésitation vaccinale, c'est la transparence. Transparence de toutes les parties prenantes. Et cette transparence implique notamment, puisque vous avez parlé de collusion avec l'industrie, une transparence complète sur les conflits d'intérêts possibles de ceux qui s'expriment, de ceux qui sont à la manœuvre, transparence sur les conditions dans lesquelles les accords avec les firmes ont été négociés, transparence aussi sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas de la sécurité des vaccins. En fait, les précautions qui ont été prises sont remarquables parce que si vous voyez, c'est des dizaines de milliers de sujets qui ont déjà été vaccinés. Et on sait qu'en tout cas, à court terme, il n'y a pas d'effets secondaires significatifs. Il y a des effets très transitoires qui durent quelques jours. Ceci dit, l'expérience a appris, même avec des vaccins qui ont été développés sur une dizaine d'années, qu'il faut un très grand nombre de sujets vaccinés, parfois des millions, pour que des effets secondaires très rares puissent être établis. Ça a été le cas, par exemple, pour un vaccin contre le rotavirus récemment. Et donc, je pense qu'il faut expliquer tout ça, qu'il reste un degré d'incertitude qui est faible, sans doute infime, mais qui existe. Il faut le reconnaître et expliquer qu'on met en place les outils de pharmacovigilance pour repérer des effets secondaires qui seraient rares et prendre les mesures nécessaires.
Merci Michel Goldman, merci également à Xavier Lescure qui était avec nous, infectiologue à l'hôpital Bichat, ainsi qu'à nos correspondants à Berlin, Luc André, et à Madrid, Anaïs Guérard. Et puis vous avez également pu entendre le député du Vaucluse, Julien Aubert, membre de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise du coronavirus par les autorités françaises. C'est la fin de ce débat, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans 12 minutes maintenant, ce sera l'intervention en direct d'Emmanuel Macron à suivre sur notre antenne.